Je vous propose pour cette fin d'année un guide complet du XRP qui regroupe l'intégralité du contenu de la chaîne qui a été faite courant 2019. Après ça, vous aurez toutes les cartes en main pour faire votre choix, j'investis ou pas. Bien sûr, j'ai bien tout remis dans le bon ordre pour optimiser la compréhension de cette technologie et son écosystème. Il y aura par moments des vidéos juste avec du texte et d'autres avec ma voix. La qualité du contenu va varier au cours de la progression. Aussi, je vous déconseille de la regarder dans le noir car il y aura des variations de luminosité entre différents contenus. Tout ce qui parle de XRapid dans la vidéo doit être interprété par ODL car il y a eu changement de nom au cours de l'année. Pour finir, il est fort probable que la description de cette vidéo se fasse sauter par YouTube car je n'ai pas l'intégralité des droits de certaines musiques utilisées. On s'en fout, c'est plus agréable comme ça. Mais du coup, si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook ou même me faire un don en XRP, on ne sait jamais, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo où la description sera encore active. Allez, vous en avez pour 2 heures, accrochez-vous. Le XRP Ledger est un registre cryptographique décentralisé basé sur un réseau de serveurs peer-to-peer. XRP Ledger utilise un nouvel algorithme de consensus Byzantine Fault Tolerant pour régler et enregistrer des transactions dans une base de données distribuée et sécurisée sans opérateur central. XRP est un actif numérique natif du XRP Ledger. Il est conçu pour servir de pont entre les différentes devises utilisées dans le monde entier. Le XRP est tradé sur des marchés ouverts et est accessible à tous. XRP Ledger a été créé en 2012 avec une offre maximale de 100 milliards d'unités de XRP. Ses créateurs ont offert 80 milliards de XRP à une société, désormais appelée Ripple, pour développer le XRPL et son écosystème. Ripple utilise XRP pour créer The Internet of Value, ouvrant ainsi la voie à un monde dans lequel l'argent circule aussi rapidement et efficacement que l'information. Le logiciel serveur qui est basé sur le XRPL est appelé Rippled, avec un D. Il est écrit principalement en C++ et fonctionne sur diverses plateformes. Résistance à la censure des transactions traitées. Aucune partie ne peut décider des transactions qui réussissent ou échouent, et personne ne peut annuler une transaction après son exécution. Tant que ceux qui choisissent de participer au réseau le maintiennent en bonne santé, ils peuvent régler leurs transactions en quelques secondes. Algorithme de consensus rapide et efficace. L'algorithme de consensus du XRP Ledger règle les transactions en 3 à 4 secondes et a un débit pouvant atteindre 1500 transactions par seconde. Ces propriétés donnent une longueur d'avance au XRP par rapport aux autres actifs numériques. Nombre fini de XRP existants.
Avec la création du XRP Ledger, 100 milliards de XRP ont vu le jour et aucun autre ne pourra être créé. Il faut savoir que chaque XRP est subdivisé en 6 décimales, pour un total global de 10 milliards avec un B de drops de XRP. L'offre disponible de XRP diminue lentement avec le temps, de petites quantités étant détruites pour payer les coûts de transaction et protéger le réseau d'un spam excessif de personnes malveillantes. C'est le coin burn, logiciel de gouvernance responsable. Une équipe de développeurs de haut niveau travaillant à plein temps chez Ripple entretient et améliore continuellement le logiciel sous-jacent du XRP Ledger. Ripple agit en tant que responsable de la technologie et défenseur de ses intérêts, et construit des relations constructives avec les gouvernements et les institutions financières du monde entier. Cryptographie sécurisée et adaptable. XRP Ledger fonctionne avec des signatures numériques standards telles que ECDSA, les mêmes utilisées par Bitcoin, mais prend également en charge des algorithmes modernes et efficaces tels que ED25519. La nature extensible du logiciel du XRP Ledger permet d'ajouter et de désactiver des algorithmes à mesure de l'évolution de la technologie. Fonctionnalités modernes pour les contrats intelligents. Un grand nombre de fonctions prend en charge des technologies financières de pointe, notamment le protocole Interledger. Cette boîte à outils de fonctionnalités avancées est fournie avec des fonctionnalités de sécurité. Le prochain point, peu de gens en ont conscience, mais j'ai fait énormément de recherches sur ce sujet et à part sur le XRP Ledger Dev Portal et le GitHub, je n'ai rien pu trouver de mieux. Exchange décentralisé sur le Ledger. Oui, vous avez bien entendu. Outre toutes les fonctionnalités qui rendent XRP utile, XRP Ledger dispose également d'un système de comptabilité entièrement fonctionnel permettant de suivre et de trader les actifs de la manière que les utilisateurs le souhaitent, ainsi qu'un exchange intégré au protocole. Le XRPL peut régler des paiements sur des chemins longs et croisés entre plusieurs devises et des échanges de plusieurs devises lors de transactions atomiques, hautement sécurisées, ce qui permet d'augmenter la confiance en XRP. Les réseaux de paiement actuels sont cloisonnés et déconnectés. Les paiements sont relativement faciles dans un pays où l'expéditeur et le destinataire ont des comptes sur le même réseau, la même blockchain ou le même ledger. Essayez d'envoyer du BTC à une adresse qui n'a rien à voir, sur un système différent. Vous allez être sacrément déçu. Sa performance sera mauvaise ou encore pire, vous risquez de perdre vos cryptos. Lorsqu'il existe des connexions entre des ledgers, elles sont manuelles, lentes et coûteuses. Le pouvoir d'Internet vient du fait qu'il connecte tout le monde. Cela fonctionne car ce n'est pas un réseau ou un système unique. Internet est un réseau de réseaux ou interréseaux. Des tonnes d'informations sont envoyées à des fournisseurs de télécommunications indépendants à l'aide de protocoles ouverts tels que TCP/IP. Cela facilite la communication avec n'importe qui, peu importe le fournisseur auquel il est connecté. Nous avons besoin de la même chose pour le transfert de valeur. Le protocole pour The Internet of Value, Interledger, est une suite ouverte de protocoles permettant de connecter des ledgers de tout type, des portefeuilles numériques aux systèmes de paiement nationaux, en passant par les blockchains et au-delà. Cela facilitera les transactions avec n'importe qui, peu importe où nous vivons ou le type d'argent que nous utilisons. L'envoi de valeur sera aussi simple que l'envoi d'informations aujourd'hui. C'est la vision de The Internet of Value. On va voir ensemble 3 petites définitions afin de mieux comprendre la suite. Hashlock. Un hashlock est une sorte d'obligation qui limite les dépenses d'une sortie jusqu'à ce qu'une donnée spécifiée soit révélée publiquement. Timelock. Un timelock est un type de contrat intelligent qui limite les dépenses de certaines cryptos à une heure ou à une hauteur de bloc spécifiée. Hash Time Locked Contracts. HTLC est une classe de paiement qui utilise des hashlocks et des timelocks pour obliger le destinataire d'un paiement à accuser réception du paiement avant une date limite en générant une preuve de paiement cryptographique ou à renoncer à la possibilité de le réclamer. Interledger utilise des connecteurs pour acheminer les paiements entre différents ledgers. Les transferts conditionnels utilisant des hash-time-locked contracts sont utilisés pour sécuriser les paiements multi-hop afin d'éviter la perte ou le vol de fonds en transfert.
En plus de cette sécurité, Interledger fournit un format de paquet et d'adresse fortement inspiré du protocole Internet IP pour indiquer au connecteur où transférer les paiements. Interledger déplace de l'argent en relayant des paquets. Dans le protocole Interledger, un paquet prepare représente un mouvement possible d'argent et est assorti d'une condition pour le débloquer. Au fur et à mesure que le paquet avance dans la chaîne de connecteurs, l'expéditeur et les connecteurs préparent les modifications de solde des comptes entre eux. Les connecteurs ajustent également le montant pour toute conversion de devise et les frais soustraits. Lorsque le paquet prepare arrive chez le destinataire, si le montant à recevoir est acceptable, le destinataire remplit la condition avec un paquet fulfill, confirmant le changement de solde du compte entre le dernier connecteur et le destinataire. Les connecteurs transmettent le paquet fulfill à la chaîne, confirmant les modifications de solde planifiées en cours de route jusqu'à ce que l'argent de l'expéditeur ait été versé sur le premier connecteur. En cas de problème, un paquet reject est envoyé au connecteur précédent jusqu'à l'expéditeur pour l'informer de l'échec de sa transaction. Code avec de l'argent. Ajouter des paiements sans être liés à une seule devise ou à un seul fournisseur de paiement. Routage multi-hop. Envoyer des paiements à d'autres ledgers même s'ils sont éloignés de plusieurs points d'accès. Protocole simple. Inspiré par TCP/IP, Interledger est facile à mettre en œuvre et à utiliser. Interledger a été inventé en 2015 par Stephen Thomas et Evan Schwartz. Le white paper et la mise en œuvre initiale ont été publiés en octobre de la même année et le groupe communautaire Interledger W3C a été formé peu de temps après pour poursuivre le développement. Aujourd'hui, le projet regroupe des centaines d'entreprises et de contributeurs individuels, issus des domaines de la blockchain, de la technologie, de la finance et du gouvernement.
Le Destination Tag, c'est comme votre numéro de client sur les exchanges. Certains d'entre eux partagent des wallets avec de nombreuses personnes et cela leur permet de savoir lequel de ces clients vous êtes afin d'obtenir vos XRP. Les Destination Tags sont utilisés par les exchanges pour vous permettre de stocker et de déplacer vos XRP sans avoir à verrouiller 20 XRP par wallet par client. Car oui, vous devez conserver actuellement un minimum de 20 XRP par wallet pour pouvoir en créer un. Je ferai une vidéo là-dessus un jour. Mais en gros, c'est une sécurité supplémentaire du réseau pour éviter la création excessive de wallets sur le réseau. Je pense que ce chiffre va être revu à la baisse dans le futur, car je vois mal les gens payer 2000 € pour un wallet. Enfin voilà, c'était pas un price prediction. On va prendre l'exemple de Kraken. Chaque exchange a une sorte de recevoir, déposer, enfin peu importe, lien, quelque part. Donc on va dessus. Vous trouverez des options sur la manière de déposer, par virement bancaire, carte de crédit, déposer du BTC, du ETH, du XRP, peu importe. Cliquez sur l'option XRP ou Ripple. Ils afficheront ensuite l'adresse du wallet et votre Destination Tag. Ce Destination Tag s'applique uniquement à cette plateforme. Ce n'est pas votre Destination Tag. C'est simplement la manière dont un exchange en particulier vous différencie des autres utilisateurs. Vous en avez besoin pour recevoir des XRP sur cet exchange. Si vous souhaitez recevoir du XRP sur un exchange différent, vous devrez alors rechercher une nouvelle adresse, un nouveau Destination Tag pour cet exchange, et ils seront complètement différents. Maintenant, on va parler de la Ledger Nano S, que je recommande pour ceux qui n'en ont pas. C'est hyper safe, et à moins qu'on vienne toquer chez vous armé jusqu'aux dents, franchement, il y a zéro risque. C'est ce qu'on appelle un cold wallet. Il n'y a pas de Destination Tag. Parce que vous êtes le seul dessus, il n'est pas partagé entre 1000 utilisateurs, le Destination Tag n'est donc pas nécessaire. Pour faire un virement de Kraken vers ma Ledger Nano S, je peux laisser le Destination Tag vide et je recevrai mes XRP. A l'inverse, cela s'applique à l'envoi de la Nano S vers un exchange. Vous aurez dans la plupart des cas besoin d'un Destination Tag qui correspond à l'exchange auquel vous allez envoyer vos XRP. Récemment, on a eu un cas très grave concernant Coinbase. Soi-disant, des gens n'auraient pas rempli le Destination Tag au moment de l'envoi. Et Coinbase leur a simplement dit « Vos XRP sont perdus à jamais ». Il faut bien comprendre une chose, c'est juste faux. Coinbase possède toujours leur XRP, mais ils ne veulent simplement pas prendre le temps de rembourser les utilisateurs. Pour moi, c'est du vol pur et dur, donc surtout n'allez jamais sur Coinbase, je conseille Kraken et Binance, je n'ai jamais eu de soucis avec eux.
Seriez-vous capable de conserver vos XRP jusqu'à ce que ceux-ci atteignent 3 ou 4 chiffres, voire même jusqu'à pouvoir les utiliser en tant que tels? La plupart d'entre nous ne pourront pas. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment sécuriser de façon infaillible et sur de longues périodes vos XRP. Le XRPL prend en charge des comptes séquestres privés qui ne peuvent être clôturés qu'après un certain délai ou une condition cryptographique remplie. Sur les séquestres, on peut uniquement envoyer du XRP, pas d'autres devises. 4 fonctionnalités sont à votre disposition pour vous permettre d'être complètement flexible sur le futur de vos XRP. Créer un séquestre dont la seule condition pour la libération est qu'un délai spécifique se soit écoulé. Créer un séquestre dont la libération des XRP est basée sur une condition. Annuler un séquestre expiré et récupérer vos XRP. Rechercher des séquestres en attente par expéditeur ou adresse de destination. Pour commencer, vous allez devoir maîtriser JavaScript. Nous allons déjà programmer la durée d'engagement de votre séquestre. Voilà, super simple, hein? Vous vous doutez bien qu'il y a un moyen plus simple, donc je vais vous le montrer. Néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous amuser avec ces lignes de code qui se trouvent sur le lien dans la description, et cela fonctionnera parfaitement. Donc je vais passer cette méthode et m'attaquer à la plus simple de toutes. Au moment de faire un retrait de XRP sur votre Tipbot, il vous suffit de cocher la case Escrow. Celui-ci vous demandera la durée d'engagement, l'adresse du wallet sur lequel les XRP devront être envoyés, le destination tag s'il en existe un, et un petit message pour le vous du futur. A noter que le montant maximum sur XRP Tipbot actuellement est de 1000 XRP par mois. C'est pour cela qu'il existe 2 autres moyens qui peuvent permettre de séquestrer de plus gros montants. Il vous suffit de télécharger ce logiciel et de créer un nouveau wallet sur votre ordinateur qui servira de point d'accès au compte séquestre. Vous pouvez importer un wallet déjà existant, mais celui-ci nécessitera votre clé privée. Du coup, je vous le déconseille. Il est préférable d'avoir plusieurs wallets que de disperser sa clé privée un peu partout. On ne sait jamais. Je n'ai personnellement pas placé d'XRP sous séquestre avec cette méthode, mais d'après le XRP Chat et Odor, celui-ci est très efficace et safe. Et vous n'avez pas de limite max comme XRP Tipbot. Pour créer un séquestre, l'expéditeur utilise une transaction escrow create pour bloquer du XRP. Dans notre cas, c'est le petit bouton que nous avons vu ensemble précédemment. Cette transaction définit une heure de fin, une heure d'expiration ou les deux. La transaction peut également définir une condition cryptographique qui doit être remplie pour clôturer le séquestre. Cette transaction doit définir un destinataire qui recevra les XRP. Le destinataire peut être le même que l'expéditeur. Une fois cette transaction traitée, le XRPL contient un objet, un paiement bloqué de XRP en attente d'exécution ou d'annulation, contenant les XRP séquestrés. Cet objet contient les propriétés de clôture du séquestre telles que définies par la transaction qu'il a créée. Si cet engagement a une heure de fin, personne ne peut accéder au XRP avant cette date. Le destinataire ou toute autre adresse du XRPL envoie une transaction escrow finish pour recevoir le XRP. Si les conditions sont remplies, l'objet du XRPL est détruit et le XRP est crédité au destinataire. Si le séquestre comporte une condition cryptographique, cette transaction doit inclure une exécution pour cette condition. Si le délai d'expiration du dépôt bloqué est déjà passé, la transaction escrow finish échoue à la place avec le code take no permission. Ce qui nous amène aux étapes suivantes en cas d'échec. Tous les comptes séquestres commencent de la même manière, les étapes 1 et 2 sont donc identiques en cas de réussite. Si le séquestre a une heure d'expiration et qu'il n'a pas été terminé avec succès avant cette date, il est considéré comme expiré. Il continue d'exister dans le XRPL mais ne peut plus se terminer correctement. Les objets expirés restent dans le XRPL jusqu'à ce qu'une nouvelle transaction les modifie. L'expéditeur envoie une transaction escrow cancel pour annuler le séquestre expiré.
Cela détruit l'objet dans le XRPL et renvoie les XRP à l'expéditeur. Donc en gros, au moment où vous enverrez vos XRP dans un compte séquestre, soit il se clôture avec succès et les XRP vont où ils sont censés aller, soit sa clôture est un échec et l'expéditeur récupère ses XRP. Dans le cas de XRP type bot, toute cette procédure est automatique, donc ne vous inquiétez pas. Il est préférable de renvoyer vos XRP sur un wallet dont vous possédez la clé privée. Un exchange dans le futur pourrait ne plus exister, donc dirigez-vous toujours vers un hot wallet, c'est-à-dire un wallet sur votre ordinateur, ou encore mieux un cold wallet, Ledger Nano S ou Trezor. Par ce moyen, pas de mauvaise surprise dans quelques années. Les comptes séquestres ne fonctionnent avec rien d'autre que XRP, ne faites pas l'erreur de vouloir bloquer autre chose. La date que vous allez définir ne doit pas être antérieure à l'instant de la création. Celui-ci annulera le séquestre immédiatement en cas de date incorrecte. Voilà, c'est fini. Maintenant vous avez toutes les clés en main pour protéger vos cryptos de vous-même en cas de bull run. Le XRP type bot est créé pour permettre aux utilisateurs de Reddit, Twitter, Discord d'envoyer des dons de petites quantités de XRP à d'autres utilisateurs. Pour commencer à donner des XRP, vous devez d'abord déposer des XRP sur votre compte XRP type bot. Bien évidemment, il y a une limite à tout ça. La limite max de dons est de 5 XRP par don, le retrait max est de 1000 XRP par mois et la limite max de dons via l'application est de 20 XRP par don. Une chose importante est la syntaxe à utiliser pour que vos XRP arrivent à bon port. @pseudo plus le montant @xrp type bot. On va prendre un exemple. @vietzewind plus 5 @xrp type bot. 5 XRP seront donc envoyés à Vietze sur son ledger XRP type bot. On peut envoyer des dons à plusieurs personnes en même temps, ça s'appelle le multi-tipping. Il vous suffit juste de taper les deux pseudos plus le montant dans le même message mais sur une ligne différente. Quand vous répondez à quelqu'un, son pseudo s'affiche en premier, c'est automatique. Si toutefois en répondant à cette personne vous souhaitez faire un don à quelqu'un d'autre, il vous suffit juste d'insérer un mot devant le pseudo. Soyez quand même précis car si vous insérez un mot entre le pseudo et le montant, ça ne marchera pas. Le hello doit se trouver avant le pseudo pour ne pas avoir d'impact et non au milieu. Pour commencer à faire des dons, vous devez déposer du XRP sur votre XRP type bot de l'une des façons suivantes. Déposez vos XRP à partir d'un exchange ou de votre ledger, déposez sur votre ILP Payment Pointer, dépôt en euros d'un compte bancaire de l'Union Européenne avec XRP Parrot, laissez quelqu'un vous donner un don sur Twitter. Le XRP type bot a été créé et continuellement mis à jour par Vietzewind, un développeur de logiciels des Pays-Bas qui compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du développement de logiciels. XR Parrot est un service mis en place par Vietzewind. Il est aussi le créateur du XRP type bot. Il a créé XR Parrot pour permettre aux citoyens européens avec un compte bancaire IBAN d'acquérir du XRP. Aucun profit n'est fait avec XR Parrot. Les coûts de transaction, bien que très faibles, servent à couvrir les frais d'hébergement, de banque et de messagerie. Pour la conversion d'euros en XRP, XR Parrot utilise l'exchange décentralisé sur le XRPL. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, on commence à voir une structure prendre forme. Donc voici une des fonctionnalités que peut proposer le DX. Le service XR Parrot a pour but de faciliter le plus possible l'achat de quantités relativement faibles de XRP à l'aide du système bancaire SEPA existant. En utilisant XR Parrot, vous pouvez facilement configurer un paiement automatisé et planifié pour obtenir vous-même du XRP. De plus, les personnes novices en XRP peuvent facilement se familiariser avec des plateformes telles que XRP type bot sans avoir à s'inscrire sur un exchange, déposer, échanger, faire des retraits, etc. simplement pour obtenir du XRP. Si vous avez déjà un compte sur un exchange activé et vérifié, vous pouvez bien sûr utiliser votre compte existant pour obtenir du XRP. XR Parrot est destiné à servir les utilisateurs débutants qui n'ont pas de compte sur un exchange, tout ça pour rendre l'acquisition du XRP plus simple et rapide. Vous pouvez envoyer vos XRP sur n'importe quelle adresse XRP avec ou sans destination tag.
Sachez que si vous envoyez vos XRP sur un exchange, celui-ci peut éventuellement vous demander quelle est l'origine de vos cryptos. Du coup, on retombe dans une procédure un peu chiante et longue. Il est donc conseillé d'envoyer vos XRP sur votre propre compte, comme Ledger NanoS par exemple. Bien sûr, vous pouvez également les déposer sur votre XRP Tipbot en utilisant votre adresse et destination tag personnel. Bien évidemment, je vous vois venir, il ne s'agit pas là d'un moyen pour cacher vos XRP aux yeux du gouvernement, car votre IBAN, adresse XRP et numéro de téléphone seront nécessaires lors de votre inscription. Au moment du paiement, cela prendra entre 3 et 4 jours pour recevoir vos XRP, cela dépendra de votre banque. Un montant maximum de 500 € par semaine avec une limite max de 2000 € par mois de XRP pourront être achetés. Après réception de vos fonds, 0,5% avec un minimum de 1 € sera facturé. Le montant restant sera échangé et envoyé à votre adresse XRP. Par exemple, si vous déposez 75 €, vos frais seront inférieurs à 1 €, donc vous payerez un montant minimum de 1 € de frais. Maintenant, si vous déposez plus, genre 250 €, vos frais seront de 1,25 €. Du coup, vous ne payerez que 1,25 € de frais. Lors de l'envoi de fonds tels que le franc suisse ou le pound sterling, des frais de conversion de devise de 1,5% seront ajoutés. Votre banque peut également facturer des frais, mais cela dépendra de où vous êtes. Il est clair que de nos jours, il n'est pas évident d'être payé pour le contenu que l'on produit sur le net. Ce problème n'est pas nouveau. C'est ce que Ethan Zuckerman a qualifié de péché originel sur Internet. Il n'existe pas de moyen évident de gagner de l'argent en dehors de solutions telles que la publicité, les paywalls ou la vente de données d'utilisateurs. Avez-vous déjà fermé une page web car les annonces pourrissaient littéralement votre navigation ? Avez-vous été incapable de lire un article à cause d'un paywall, un abonnement ? De plus en plus, Internet est devenu une usine à fric et cela ne fait que de s'aggraver. On se souvient de l'observation précieuse de Tim Cook à propos des services soi-disant gratuits. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Pendant des années, les gens ont discuté du potentiel des micro-paiements pour aider les créateurs de contenu qui nous permettraient de s'éloigner du web financé par la publicité. Certains ont créé des services d'abonnement qui regroupent le contenu, mais il s'agit de systèmes fermés qui ne parviennent pas à rassembler la grande variété de contenus sur le web. Nous avons besoin d'un marché ouvert qui permette à tous les internautes de se soutenir mutuellement. Les services d'abonnement, les créateurs de contenu et bien sûr les utilisateurs. Imaginez un protocole ouvert offrant une troisième option en dehors des modèles de publicité et d'abonnement site par site. Avec les technologies XRP et Interledger, on peut traiter un nombre énorme de transactions par seconde sans autorité centrale. Il y a une énorme opportunité pour développer une industrie du web qui, collectivement, sera plus grande que les monopoles actuels tout en étant beaucoup plus diversifiée et décentralisée. Coil utilisera Interledger pour faire du web un marché plus dynamique d'applications et de contenus où les contributions de chacun seront récompensées. Le premier produit de Coil est un abonnement forfaitaire pour les consommateurs qui leur permettra de soutenir les créateurs
de voir moins de publicité et de déverrouiller des fonctionnalités et du contenu supplémentaires. En gros, vous payez un abonnement de 5 $ qui vous donnera accès à l'intégralité du contenu web partenaire de Coil sans publicité, sans besoin d'abonnement supplémentaire et en récompensant les créateurs de contenu sans que cela ne change quoi que ce soit pour vous. Pour le moment, ce n'est que le début et ils n'ont pas une montagne de partenaires, mais plus Coil se développera, plus il deviendra un standard sur le web. Peu importe le nombre d'heures que vous passez sur le net, le montant restera toujours le même pour les abonnés. Seuls les créateurs de contenu verront une différence sur ce qu'ils reçoivent. Pour le moment, un montant infime de l'ordre de 30 millionièmes de dollars est donné par seconde aux créateurs de contenu, correspondant au nombre de secondes que vous, utilisateurs, passerez devant leur création. Ça peut paraître ridicule, mais multiplier ça par des centaines de secondes par jour, multiplié par des millions ou milliards de personnes, multiplié par 30 jours dans le mois, 24 sur 24, 7 jours sur 7, cela peut commencer à devenir intéressant, voire même bien plus intéressant que le système actuel. Vous vous en doutez bien, je ne parlerai pas de Coil si ce n'était pas le cas. Tous les abonnements à Coil sont payés via des cartes de crédit. Coil envoie les paiements via le protocole Interledger qui permet d'utiliser n'importe quelle devise pour l'envoi et la réception. XRP fait partie de ce réseau. En raison de sa rapidité et de son faible coût, il sera la monnaie privilégiée. Les créateurs peuvent être rémunérés en crypto-monnaie ou tout autre type d'actif sur Interledger. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site Coil pour soutenir le projet et voir son avancement. Pour ma part, j'ai l'extension Coil qui est activée et il prend en charge mes publications YouTube. Aussi, mon Payment Pointer est activé sur Interledger. Du coup, dans le cas où un de mes viewers regarde mon contenu et est abonné à Coil, des XRP seront envoyés à mon adresse XRP Tipbot. Je voudrais ajouter une dernière chose. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que Coil aura sur l'écosystème XRP. Je pense qu'il sera un acteur majeur en cas de réussite et peut-être qu'il sera le déclencheur pour son adoption de masse. Qui est derrière Cinnamon? Cinnamon a été fondé par Robert Tarapchak, un jeune entrepreneur de 27 ans originaire de Slovaquie et résidant à Prague en République tchèque. Développeur depuis ses 16 ans, il est passé par plusieurs chemins pour arriver où il en est maintenant. De designer à développeur commercial, puis professionnel du marketing en ligne, Robert a découvert Ripple et XRP en 2013 et depuis il hold. À force de travail et d'acharnement, il a réussi à travailler pour Ripple en tant que traducteur et aussi a permis à mettre en contact Ripple et certaines banques tchèques. Par la suite, il a eu le feu vert de Stefan Thomas, fondateur de Coil, pour faire partie de son équipe. Cinnamon, c'est quoi? Vous connaissez tous YouTube et Vimeo, sinon vous ne seriez pas là. On sait que via une extension de Chrome, on peut obtenir des tips avec Coil sur YouTube et Vimeo. Mais pour le moment, il est presque impensable de croire que ces grosses compagnies accepteront complètement ce nouveau modèle économique et en feront un standard. C'est pour ça que Robert a créé Cinnamon, une nouvelle plateforme de streaming qui appliquera uniquement le modèle économique proposé par Coil. Nous avons un énorme problème avec les publicités. On peut utiliser AdBlock, mais ces plateformes viennent avec des AdBlock bloqueurs, et ainsi de suite. Cela affecte considérablement et négativement l'expérience globale de l'utilisateur et la qualité du contenu. Un problème supplémentaire à résoudre est la manière dont les bénéfices sont distribués. Cinnamon veut permettre aux créateurs de vidéos de quitter leur travail quotidien pour pouvoir se concentrer sur ce qu'ils aiment vraiment faire, sans penser constamment à la façon de survivre en utilisant le placement de produits et en intégrant des publicités à leurs vidéos. Moi, je vois la chose sous un autre angle, vois-tu? Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Navré que tu penses comme ça, mais il y a des lois dans le show business. Je me trompe peut-être de loi, mais pour moi, se prostituer est la dernière des concessions. Gart, dis-moi que j'ai raison. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Faut que j'arrête d'en parler, hein, ça me donne de ces maux de tête. Tiens, avale ça et ça ira. Ah, Nuprine, petit, jaune, différent. Bon, écoutez, soit vous restez des professionnels et vous respectez le jeu, soit je vous renvoie dans votre cave en banlieue. Vous avez le choix. Oui, c'est le choix de la nouvelle génération.
Cinnamon est un service de streaming vidéo comme YouTube ou Netflix. Il paiera les créateurs de contenu en temps réel pour chaque seconde que leurs vidéos seront visionnées. Les abonnés de Coil pourront regarder des vidéos, partager et commenter. Tout le monde peut devenir créateur de contenu sur Cinnamon. En clair, tout type de contenu seront acceptés tant qu'ils ne contiennent pas de contenu prohibé par ce genre de plateforme. Un créateur de contenu ne doit pas payer pour un abonnement Coil. La seule condition requise pour uploader des vidéos sur Cinnamon est d'avoir un compte Coil. Si quelqu'un veut regarder des vidéos, il devra du coup avoir un abonnement. Sur Cinnamon, les utilisateurs ne devront plus subir de pubs et bénéficieront en même temps d'un contenu de qualité. Les créateurs, ayant des gains directs, devront proposer un produit de qualité afin d'augmenter leurs revenus. Vous vous doutez bien que le but de Cinnamon n'est pas seulement d'héberger des vidéos de chats et de chiens trop mignons, mais potentiellement de donner de la visibilité à certains films ou documentaires professionnels que des géants comme Netflix n'accepteraient pas en temps normal. D'ailleurs, pour appuyer ceci, il suffit de décortiquer le nom de Cinnamon qui vient de cinéma et monétisation. On ne va pas se le cacher, la plupart d'entre nous aimons ou avons aimé les jeux vidéo à un moment donné de notre vie. La première console qui m'est personnellement marquée était la Super Nintendo. Oui, je ne suis pas si vieux que ça. Cette passion pour les jeux ne m'a jamais quitté, bien que j'ai de moins en moins de temps pour y jouer. J'étais accro à Secret of Mana sur Super Nintendo, j'avais passé un temps de dingue dans le monde de Final Fantasy sur PlayStation, mais par-dessus tout, je me suis perdu des jours et des jours en Azeroth dans le MMO World of Warcraft. Depuis quelques années, des jeux dits gratuits, free-to-play, tels que Fortnite, Pokémon Go, Clash of Clans et maintenant Apex Legends, ont vu le jour. Malgré le fait que la plupart des jeux restent payants au départ, ils possèdent des contenus téléchargeables, des DLC et un mode multijoueur qui est entièrement basé sur un cloud. Alors on pourrait se dire c'est génial des jeux vidéo gratuits, mais non. Il y a un côté sombre à jouer au free-to-play. Tout en offrant aux joueurs un jeu dit gratuit, les développeurs ont constaté que seule une petite fraction des joueurs dépensaient de l'argent réel dans ces jeux. Les développeurs ont compris que pour gérer une entreprise prospère, ils devaient beaucoup investir dans la création de contenu destiné à ce petit public de joueurs payants. Ainsi, l'industrie a décidé de concevoir des offres payantes de plus en plus importantes, ce qui a finalement conduit certains joueurs à dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Au fil du temps, il est devenu difficile pour les développeurs d'équilibrer le plaisir des joueurs gratuits, des joueurs à dépenses modérées et des joueurs à dépenses élevées. C'est ainsi que le jeu gratuit a commencé à se transformer en pay to win, payer pour gagner. Il ne créait plus seulement des expériences amusantes, mais essayait plutôt de trouver un équilibre entre affaires et amusement. Mais que se passerait-il si nous mettions au même niveau les intérêts économiques des joueurs et des développeurs afin qu'ils soient identiques ? Les DLT et les nouveaux modèles crypto-économiques ouvrent une nouvelle panoplie de possibilités, et les implications pour les jeux sont énormes. Semblable à la manière dont la technologie cloud et les modèles commerciaux gratuits ont façonné le secteur des jeux au cours des 10 dernières années, les crypto-actifs et les DLT façonneront également les 10 prochaines années. C'est là que la société Forte entre en jeu, soutenue par Spring, une branche de Ripple investissant dans tout ce qui touche à l'écosystème XRP. Forte envisage un avenir où les joueurs pourront traiter directement les uns avec les autres et non uniquement avec le développeur. Un avenir dans lequel les développeurs n'ont pas besoin de déterminer la valeur maximale qu'ils peuvent extraire de leur base de joueurs, mais sont plutôt motivés de manière créative et économique pour favoriser de nouveaux types de jeux peer-to-peer. Ils pensent que cette vision est possible tout en maintenant des jeux gratuits et faciles d'accès pour des milliards d'utilisateurs. Remodeler la relation entre le joueur et le développeur de jeu apportera un changement fondamental et positif à l'industrie du jeu. C'est un avenir dans lequel ils vont passer les 10 prochaines années de leur existence. L'industrie du jeu axée sur la microtransaction a mûri et s'est consolidée, de sorte que l'innovation a stagné. La technologie blockchain offre de nouveaux vecteurs de croissance et une opportunité de faire les choses différemment.
Pendant une bonne partie de l'année, ils ont collaboré étroitement avec l'équipe Spring de Ripple à la conception architecturale de services logiciels hébergés sans tiers de confiance dans un écosystème décentralisé utilisant Codius et facilitant les transactions entre blockchains en utilisant le protocole ILP, Interledger Protocol, pour l'interopérabilité et le protocole XRP pour les échanges interliquidités des actifs. Et là, je viens de perdre tout le monde. Donc je laisse ce schéma quelques secondes. Dans un premier temps, ils aideront les développeurs sur certains points difficiles mais essentiels. Ils construisent un portefeuille qui sera facile à utiliser et à intégrer aux jeux nouveaux et existants sur de nombreuses plateformes et facilitent les transactions entre blockchains à l'aide de l'ILP. Ils proposent une solution d'hébergement compatible avec Codius pour l'exécution de chaînes spécifiques, sécurisées et performantes dont les jeux riches et attrayants ont besoin. Ils développent un cadre de contrats intelligent et des outils pour inspecter les nœuds, mettre à jour les contrats, implémenter les nouvelles données, générer des rapports de données et créer de nouvelles chaînes. Enfin, ils obtiennent des licences pour des opérations conformes à la réglementation dans tous les marchés principaux. Leur objectif est de soutenir la décentralisation de ces technologies où les réseaux à protocole ouvert prennent en charge une grande variété de systèmes économiques en jeu. Il existe aujourd'hui un niveau incroyable de recherche et d'innovation dans toute la sphère du développement de la blockchain. Et leur objectif est d'utiliser les meilleures solutions de ce type dans tout l'espace et de permettre aux développeurs de jeux de faire de même pour pouvoir se concentrer sur la qualité de leurs jeux. Cette volonté de prendre en charge les meilleures solutions de l'ensemble de l'écosystème de la blockchain signifie qu'ils doivent prendre en charge plusieurs blockchains et renforcer l'interopérabilité entre les chaînes pour les développeurs et les joueurs. C'est là que leur partenariat avec Spring et l'innovation vraiment exceptionnelle qu'ils ont créée avec le protocole open source Interledger et Codius entrent en scène. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça fera plaisir à l'algorithme YouTube et à l'équipe derrière Focus XRP. Bonne journée. Donc ce sera en deux parties. La première partie, je vais un tout petit peu décrire Codius et la deuxième, on va rentrer en profondeur. Codius, c'est une plateforme open source pour les contrats intelligents, les smart contracts, et l'hébergement d'applications décentralisées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est Codius et comment ça fonctionne. Le projet Codius a été créé en 2013 par Ripple, à l'époque où on n'en parlait pas trop des contrats intelligents. En fait, très peu de gens même avaient conscience de l'existence de ce type de contrat. Malheureusement, le projet a été arrêté en 2015 car il n'y avait pas de demande à ce moment-là, et l'année dernière, lorsque les contrats intelligents sont devenus un peu plus populaires et qu'ils ont trouvé des cas d'utilisation dans la vie de tous les jours, le projet Codius a été de nouveau mis en route. Bien que Codius ait été créé par la société privée Ripple, il s'agit en fait d'un projet entièrement open source disponible sur le GitHub où tout le monde peut contribuer à sa façon. Il existe actuellement deux choses, Codius Command Line Interface pour les développeurs et Codius le service pour ses hôtes. Aujourd'hui, en 2019, on dispose de nombreuses plateformes capables d'héberger des contrats intelligents. Même Bitcoin peut le faire. Voici quelques plateformes populaires, Cardano, iOS, Ethereum, Ethereum classique, Lisk avec son langage JavaScript, Neo, etc. Donc en fait, les deux questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce qui est intéressant dans Codius et comment il se différencie des autres plateformes. On va aussi voir à la fin 2-3 trucs qui sont pas encore optimales. Pour être un peu plus explicite, je vais utiliser un schéma. Bitcoin, Ethereum ou toute autre blockchain sont par nature une base de données dont la fonction principale est de stocker des données. Là, on va supposer qu'on est dans un univers sans blockchain. Donc j'utiliserai Oracle DB qui a la même fonction, stocke les informations de transaction, mais est centralisée. Cette base de données, c'est la partie back-end. Et sur la front-end, on a un logiciel client que des utilisateurs comme vous et moi pourrions éventuellement utiliser pour créer une connexion à la base de données. Dans le cas d'une blockchain, il s'agit généralement d'un portefeuille. Et ce portefeuille ou logiciel client vous permet de surveiller les transactions et de créer et recevoir des transactions. Beaucoup de blockchains ont leur propre langage de programmation, comme par exemple Solidity, JavaScript, C++, Java, etc.
Dans le monde de l'entreprise, Oracle utilise son propre langage PL/SQL. Toutes ces langues vous permettent de créer une logique applicative à l'intérieur de la base de données. Votre demande sera donc compilée et stockée dans la base de données. Une base de données classique et les blockchains sont assez complexes. Et la logique applicative peut être aussi assez complexe. En gros, on insère littéralement du code complexe dans une base de données complexe. Et ça peut entraîner un paquet de problèmes. Le plus important, c'est la scalabilité. Il y a des entreprises qui ont créé un logiciel bancaire utilisant cette approche. Ils ont pris le langage de programmation PL/SQL, créé une logique applicative stockée à l'intérieur de la base de données Oracle. Ils ont également créé un logiciel client installé sur le poste de travail de l'utilisateur. Et ce logiciel a permis d'utiliser toute la beauté de cette application et tout fonctionner. Mais une fois que le volume des transactions a augmenté, cela a entraîné une dégradation importante des performances et ces banques doivent maintenant dépenser des sommes de dingue pour optimiser le code PL/SQL et la base de données pour sauver les pots cassés. Une scène similaire s'est produite en 2017, elle est quand même assez connue dans le monde de la crypto, avec la blockchain Ethereum, lorsque la popularité de CryptoKitties a entraîné une saturation du réseau. La solution à ce problème de scalabilité a été introduite il y a longtemps et s'appelle architecture à 3 niveaux, où la logique applicative se situe en dehors de la base de données et Codius est exactement ce segment. Dans le cas d'un modèle à 3 niveaux, le client n'interagit pas directement avec la base de données. Toutes les demandes des clients sont envoyées à la couche d'application et l'application décide d'envoyer ou de récupérer les données de la base de données. Et une telle approche donne beaucoup de flexibilité aux développeurs d'applications. Codius permet aux utilisateurs d'héberger le code des applications et veille à ce que ce code ne puisse pas être modifié. Il est publié mais nécessite toujours une base de données pour être stocké. Cette base de données peut être la blockchain Bitcoin, Ethereum ou le XRP Ledger. Codius vous permet d'héberger n'importe quelle application. En tant que développeur, il vous suffit de créer un token container et de le déployer sur un autre Codius. Codius Host est un site web sympa qui répertorie les serveurs Codius. Il présente des statistiques telles que l'hôte actuellement actif, les nouveaux hôtes, les contrats en cours d'exécution, la mémoire totale et les frais en cours. Et en tant que développeur, lorsque vous envisagez de déployer votre code, vous pouvez sélectionner des hôtes spécifiques dans cette liste ou laisser Codius le faire pour vous. Dans ce cas, un hôte aléatoire sera sélectionné. Actuellement, tous les serveurs sont loués à des services de cloud. Maintenant, ce que je trouve négatif, parce qu'on va être honnête, on n'est pas là que pour se voiler la face, c'est son modèle économique. Il est assez simple. Vous louez un serveur sur le cloud à un fournisseur, ajoutez une valeur supplémentaire telle qu'une application et revendez ce service à d'autres. Mais ce modèle n'est pas rentable, car les frais que les développeurs payent à l'hôte ne suffisent pas à couvrir le coût d'exploitation d'un serveur. Aussi, l'exécution de l'hôte pose un problème. En tant qu'hôte, vous devez vous conformer à la réglementation en vigueur des services de cloud et du pays. J'ai déjà dit que vous pouvez héberger n'importe quelle application, et celle-ci peut enfreindre les règles, même sans vous en rendre compte. Pour conclure, je dirais que de manière générale, Codius est une plateforme très intéressante et vraiment puissante. Le XRPL Labs travaille énormément pour nous simplifier la vie, nous, simples utilisateurs du XRPL. Ils sont actuellement en train de travailler sur 3 produits qui ne sont en fait qu'un seul et même projet. Nous allons voir aujourd'hui quels sont ces produits et pourquoi ils risquent de propulser XRP à un tout autre level. Il s'agit d'une application iOS et Android pour interagir avec le XRPL directement. C'est le composant principal du projet du XRPL Labs, une application qui prend en charge l'accès en temps réel au XRP Ledger. Un utilisateur pourra accéder à ses fonds depuis un téléphone, envoyer et recevoir des XRP, des règlements de dette et de nombreuses autres fonctions. Il servira de plateforme pour permettre aux développeurs tiers de créer des outils permettant aux utilisateurs de signer facilement une transaction sans avoir à confier leurs clés privées à autre chose que cette application. L'objectif est de prendre en charge de manière sécurisée une intégration riche avec d'autres sites et applications. L'équipe examine actuellement d'autres fonctionnalités uniques, telles que la messagerie chiffrée dans le Ledger à l'aide de clés Diffie-Hellman.
En cryptographie, l'échange de clés Diffie-Hellman, du nom de ses auteurs Whitefield Diffie et Martin Hellman, est une méthode publiée en 1976 par laquelle deux agents, nommés par convention Alice et Bob, peuvent se mettre d'accord sur un nombre, qu'ils peuvent utiliser comme clé pour chiffrer la conversation suivante, sans qu'un troisième agent appelé Eve puisse découvrir le nombre, même en ayant écouté tous leurs échanges. Pour ceux qui suivent Bob Way ou ont lu le white paper, on comprend mieux pourquoi les noms Alice et Bob reviennent très souvent. Cela contiendra un ensemble complet d'outils hors ligne. On peut le considérer comme un système d'exploitation de Cold Wallet. Il s'agira d'une application ultra sécurisée que les personnes holdant du XRP pourront utiliser pour créer ou gérer des Cold Wallets. Cet élément est une interface utilisateur publique du DEX. Il s'agit d'un accès au XRPL DEX permettant aux utilisateurs de créer, vérifier et annuler leurs offres, d'afficher et d'exporter leur historique de transactions, de définir des trust lines et d'autres fonctions prises en charge. Chaque composant sont conçus pour s'intégrer de manière transparente en mettant l'accent sur une expérience utilisateur sécurisée mais surtout facile. Par exemple, sur le DEX, les utilisateurs peuvent l'utiliser avec seulement leur adresse crypto, mais pour soumettre des transactions, annuler des offres, créer des offres, définir des trust lines, etc., ils peuvent utiliser la Signing Platform App pour signer et soumettre une transaction. Les outils hors connexion ont été conçus pour augmenter la sécurité, mais ils possèdent une interface intuitive que la plupart des utilisateurs peuvent comprendre et apprécier. Ils réduisent efficacement la complexité actuellement associée à la gestion de Cold Wallet tels que Ledger Nano ou Trezor. Tous les éléments du projet seront utilisables ainsi que toutes les mises à jour associées au cours des 2 prochaines années. Les premières versions sont prévues dans quelques mois seulement, mais nous n'avons pas encore de date précise. Voilà, on vient de survoler leur projet, maintenant on va un peu approfondir nos recherches sur le DEX directement et on va comprendre pourquoi il me semble être très important. Le XRPL contient un exchange entièrement fonctionnel dans lequel les utilisateurs peuvent échanger des devises contre XRP ou même entre elles. Il possède plusieurs fonctionnalités qui sont plutôt standards pour un exchange, mais une a attiré mon attention. Il s'agit de l'auto-bridging. L'auto-bridging connecte automatiquement les carnets de commandes en utilisant XRP comme intermédiaire pour réduire les coûts. Toute offre de trade entre deux devises autres que XRP pourrait potentiellement utiliser XRP comme devise intermédiaire dans un carnet d'ordre synthétique. Cela est dû à l'auto-bridging, qui permet d'améliorer la liquidité de toutes les paires de devises en utilisant le XRP comme devise de transition. Cela fonctionne de cette manière car XRP est natif du XRPL. L'exécution des offres peut combiner des offres directes et des offres auto-bridgées pour obtenir le meilleur taux de change. On va prendre un exemple. Alice, oui encore elle, fait une offre pour vendre des livres sterling et acheter des réals brésiliens. Elle pourrait trouver que ce marché des devises peu commun a peu de choses à lui offrir. Il y a une offre avec un bon taux, mais la quantité est insuffisante pour satisfaire Alice. Toutefois, le GBP et le BRL ont tous deux des marchés actifs et concurrentiels par rapport au XRP. Le logiciel d'auto-bridging trouve un moyen de compléter l'offre d'Alice en achetant du XRP avec GBP à un commerçant, puis en vendant le XRP à un autre commerçant pour acheter du BRL. Alice obtient automatiquement le meilleur taux possible en combinant la petite offre sur le marché direct GBP-BRL avec les meilleurs taux créés en associant des offres GBP-XRP et XRP-BRL. Si ce n'est pas clair, faites pause et restez quelques minutes devant ce schéma pour mieux comprendre. Vous comprenez maintenant pourquoi le DEX m'intéresse énormément. Actuellement, le site de World Exchange permet un accès au DEX, mais c'est franchement imbuvable, et c'est pour cette raison que peu de gens l'utilisent. Une fois l'interface utilisateur lancée sur le marché, beaucoup de gens pourront l'utiliser comme ils le font avec Binance ou Kraken. Avec cette fonction auto-bridging qui utilise à tout va XRP, on pourra voir son utilité franchir un nouveau cap.
La seule question est de savoir quand nous pourrons utiliser ces 3 nouveaux produits du XRPL Labs. Le nombre possible de cas d'utilisation d'XRP semble être infini. Nous sommes habitués avec l'utilisation proposée par Ripple, à savoir les envois de fonds internationaux ou les paiements transfrontaliers. Nous commençons également à nous familiariser avec ce que propose Coil, même si l'idée est un peu plus récente dans nos esprits, le micro-paiement pour les créateurs de contenu sur le web. Mais qu'en est-il des autres cas d'utilisation de XRP ? Au début du mois de février de cette année 2019, la nouvelle est tombée. Un partenariat entre Zach Katz, Ithaca Holding de Scooter Braun, Shara Senderoff et Spring de Ripple a permis la création de Raised in Space. Avant d'entrer un peu plus dans les détails, regardons qui dirige cette entreprise. Après avoir obtenu son diplôme en droit à la Loyola Law School en Californie, Zach Katz a débuté sa carrière en tant que conseiller musical. En 2006, il a fondé Beluga Heights Records et a ensuite rejoint BMG en tant que président. Il a assumé le poste de PDG de Raised in Space en janvier 2019. Scooter Braun est le fondateur de SB Projects, une société travaillant à l'intersection de la musique, du cinéma, de la télévision, de la technologie et de la culture. Parmi d'autres récompenses, Braun a été inclus en 2013 dans les 100 personnalités les plus influentes du monde par le Time Magazine. Sous sa direction, des mégastars comme Justin Bieber, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Cody Simpson, Tori Kelly et Psy pour n'en nommer que quelques-uns. Il est depuis début 2019 au conseil d'administration de Raised in Space. Shara Senderoff gère actuellement des artistes, des auteurs-compositeurs et des producteurs. Parmi les clients passés, citons Post Malone, Katy Perry, Blake Lively, L'Oréal et Mastercard. Au début de 2019, elle est devenue présidente de Raised in Space. Si la stratégie globale de Ripple est d'une efficacité redoutable, c'est que quelle que soit l'industrie dans laquelle elle investit, elle est en mesure d'attirer les meilleurs talents de ce secteur. Ces 3 personnes, Zach Katz, Scooter Braun et Shara Senderoff, ainsi que Brad Garlinghouse et Ethan Beard, ont l'expérience, le savoir-faire et la vision nécessaire pour investir dans les projets les plus prometteurs de l'industrie de la musique. Alors que Ripple s'attaque aux plus grands problèmes du secteur financier, Raised in Space se donne le défi de relever le même défi global, mais cette fois-ci pour l'industrie de la musique. Utiliser une nouvelle technologie susceptible d'améliorer notablement la valeur actuelle de l'industrie musicale et s'attaquer à ses principaux points faibles. Raised in Space ne nous donne pas énormément d'informations concernant leur projet. Du coup, certaines de ces solutions doivent encore être découvertes et par la suite industrialisées. Cependant, connaissant XRP et ce qu'il peut faire, l'on peut facilement savoir où la technologie pourra intervenir. Raised in Space mentionne quelques points importants de l'industrie musicale. Création, enregistrement, distribution, tournée, billetterie et la monétisation. Pour les artistes ayant besoin d'un financement, il n'est pas toujours facile pour eux de signer un contrat d'enregistrement. Le XRPL et le XRP vont leur offrir une belle alternative. Quand le monde des DLT sera associé au crowdfunding, les artistes pourront obtenir une nouvelle source de financement. Des plateformes seront créées pour permettre aux individus de financer de manière transparente les projets d'un artiste en échange d'un retour sur investissement lorsque les créations musicales seront distribuées, un peu à l'image d'un Kickstarter mais version DLT. Afin de recevoir des royalties partout dans le monde, les artistes doivent enregistrer leurs créations dans des bases de données pour être protégés et recevoir de l'argent provenant de l'utilisation de leurs créations. Les contrats intelligents vont faciliter le processus de royalties. Des contrats intelligents pourront être mis en place grâce à Codius et ceux-ci pourront gérer de manière autonome un très grand nombre de contrats. La technologie pourra verser les redevances aux artistes et le retour sur investissement aux individus qui ont financé les artistes. Cette partie de l'industrie va être complètement transformée par les DLT et les actifs numériques. Historiquement, il existe 2 types de distribution dans l'industrie de la musique. Distribution physique, obtenir des CD dans les magasins de musique pour les revendre. Distribution numérique, la musique au format numérique, MP3, web, etc. est envoyée sur des plateformes telles que iTunes ou Spotify pour téléchargement ou en streaming continu. Pour la distribution physique, le XRPL pourra être utilisé pour suivre et garantir que certains articles soient localisés en temps réel. Cela peut être à partir du moment où le CD ou le vinyle soit créé,
depuis le distributeur jusqu'au propriétaire final. Pour la distribution numérique, les plateformes de distribution devront évoluer et de nouveaux acteurs entreront en jeu. Le fichier audio laissera une empreinte numérique qui sera suivie sur le XRPL, ce qui pourrait potentiellement protéger le contenu de l'artiste du piratage. Avec le développement de la billetterie électronique, le DLT pourra sécuriser des billets et éviter les fraudes lors de concerts. Par exemple, de nombreux billets sont achetés en vrac lorsqu'ils sont mis à la disposition des fans. Une fois que le concert est complet, ce qui peut prendre quelques heures ou même quelques minutes pour des spectacles très populaires, ces personnes vendront le billet acheté parfois 4 ou 5 fois le prix initial aux malchanceux qui n'ont pas réussi à en acheter un. Les billets seront enregistrés sur le DLT, soumis à un smart contract. Cela contribuera à entraver ces pratiques de revente. Cependant, dans le cas où une personne qui a par exemple 2 billets pour un spectacle et ne peut pas y aller en raison d'une urgence de dernière minute, certaines personnes voudront sûrement lui acheter. Le DLT permettra de le faire correctement. Le vendeur de billets ne pourra vendre le billet qu'au prix auquel il a acheté afin d'éviter que le vendeur ne gagne de l'argent sur le dos de l'artiste. Parmi tous les points cités, c'est celui-ci qui semble être un cas d'utilisation évident pour le XRP dans la mesure où il existe déjà et peut être utilisé par les artistes pour la monétisation. Les micro-paiements avec Coil permettent aux artistes, que ce soit en postant leurs clips musicaux ou en les incorporant directement sur leur site web, YouTube, d'être payés pour leur contenu directement par leurs fans, en éliminant les intermédiaires et en s'assurant que l'argent tombe bien dans le portefeuille des artistes. Nous pouvons constater que l'utilité future du XRPL et du XRP est entre de bonnes mains. Le leadership est assuré par des vétérans de l'industrie de la musique qui sont les meilleurs dans leur domaine, guidés par les leaders de Ripple qui ont la meilleure vision pour intégrer XRP dans l'économie actuelle. Bien sûr, rien n'est encore officiel, et nous devrons encore attendre quelques temps pour découvrir ce que Raised in Space nous réserve pour le futur de l'industrie musicale. Pour bien comprendre cette vidéo, vous allez devoir passer par une ancienne vidéo où je parle d'Interledger Protocol. Sinon, vous risquez d'être complètement largué tout le long. Allez, c'est parti. Kava Labs, société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, est basée à San Francisco, en Californie, fournit des solutions Interledger pour les blockchains, les wallets et les exchanges. Les solutions de Kava permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des transactions quasi instantanées, d'effectuer des paiements et d'accéder à la liquidité à la demande. Kava Labs a levé 1,2 million de dollars le 28 février 2019 auprès de Spring de Ripple, Coil Technologies, 2020 Ventures, Harrington Capital, Ardiaka, Robot Ventures, Univalues Associates et plusieurs investisseurs privés. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe Kava dans la poursuite de ses efforts pour développer des solutions Interledger. Nous pensons qu'il s'agit d'un domaine de croissance passionnant pour la technologie blockchain et d'une des clés pour supprimer les barrières entre les blockchains existantes tout en mettant tout le potentiel de la technologie sur l'aspect de transfert d'actifs et de paiement. L'équipe Kava est dédiée à la vision de l'interopérabilité dans les paiements et parmi les blockchains. Nous sommes ravis de collaborer avec eux pour créer l'Internet de la valeur et permettre un transfert de valeur transparent via Interledger. Les solutions développées par Kava sont des éléments essentiels du succès de l'industrie des blockchains dans leur ensemble, car elles résolvent les problèmes d'interopérabilité et de liquidité qui limitent aujourd'hui la technologie de la blockchain. Nous sommes ravis de commencer l'année 2019 avec un ensemble de partenaires qui nous soutiennent et qui croient en notre équipe et en l'importance de ce que nous construisons pour l'écosystème. Bitcoin a promis un transfert de valeur décentralisé, soyez votre propre banque. Pourtant, plus de 10 ans plus tard, la grande majorité du volume des transactions en cryptoactifs transite toujours sur des exchanges centralisés disposant d'un contrôle total sur vos cryptos. Des hacks d'exchange très médiatisés, des milliards de dollars de fonds perdus et les partenariats douteux avec les banques ont suscité la création d'une vague de nouveaux exchanges décentralisés, les DEX.
Mais malgré les promesses de ces DEX, la plupart ne se limitent qu'à une seule famille d'actifs, uniquement des ETH et ERC20 ou uniquement BTC, LTC, etc. Nécessitant une confiance inutile ou sont limités par un processus lent, résultant une expérience utilisateur très mauvaise. Kava Labs a donc décidé de lancer Switch, un nouveau type de portefeuille destiné aux cryptoactifs. Switch contourne les problèmes des DEX traditionnels en utilisant une solution innovante, les micro-paiements en continu, qui fonctionnent en déplaçant des petits paquets de valeurs partie par partie jusqu'à la réalisation complète d'un paiement ou d'une transaction. Les micro-paiements en continu permettent des échanges extrêmement rapides et une interopérabilité entre blockchains. Chargez des fonds sur des cartes, échangez-les et retirez-les à votre guise. Vous seul avez accès à ces fonds même lors de transactions. Aujourd'hui, Switch prend en charge les 3 principaux cryptoactifs. Bitcoin utilisant LND et le réseau Lightning, Ether utilisant les canaux de paiement Makinomi, et XRP en utilisant ses canaux de paiement natifs, et il prend maintenant aussi en charge certains ERC20. Les transferts sont rapides et finalisés en quelques secondes pour les transferts de faible valeur. Étant donné que les micro-paiements en continu exploitent les canaux de paiement et les réseaux de couche 2 tels que Lightning, chaque paquet de valeur se règle en quelques millisecondes. Pas de transaction lente, c'est juste régler, boum, envoyer. Switch est sous-traité par le protocole Interledger pour envoyer des paquets sur un réseau décentralisé de connecteurs ou routeurs d'argent qui fournissent des liquidités. Inspiré par TCP/IP, Interledger est un standard ouvert d'interopérabilité sur tous les réseaux de paiement. Chaque carte du commutateur est liée à un connecteur et fournit une liaison montante au réseau Interledger pour effectuer des échanges et envoyer des paiements entre homologues. Switch utilise actuellement un connecteur exploité par Kava, mais bientôt ils vont déployer le support pour les connecteurs définis par l'utilisateur, ainsi que tous les outils, infrastructures et documents nécessaires pour le faire fonctionner par vous-même. Même si vous utilisez le connecteur Kava, vous ne devez pas leur faire confiance. Lorsqu'ils tradent entre des crypto-monnaies, Switch préfinance une très petite quantité de l'actif source, l'équivalent de 10 centimes de dollars, par défaut, sur le connecteur. Ensuite, le connecteur renvoie une petite quantité de la ressource à la destination. Si le taux de change est raisonnable, il répète le processus, et encore, plusieurs fois par seconde. Si, à un moment quelconque, le connecteur cesse d'envoyer ou leur envoie trop peu d'actifs de destination, ils interrompent l'échange. Cela permet des transactions non dépendantes car le risque de contrepartie n'est que de quelques centimes et est comparable à celui des swaps atomiques. Mais contrairement aux swaps atomiques, les micro-paiements en continu atténuent également le blocage de la liquidité, une solution gagnante pour tous. Mais l'atomic swap, c'est quoi ? Le swap atomique est une sorte de contrat intelligent permettant l'échange d'un cryptoactif contre un autre sans passer par des intermédiaires centralisés tels que des exchanges. Les conversions atomiques peuvent avoir lieu directement entre des blockchains de différents cryptoactifs ou bien elles peuvent être effectuées off-chain, loin de la blockchain principale sur des sidechains. Pour bien assimiler la suite, nous allons devoir comprendre le concept de sidechain et comment Cosmos fonctionne. Les chaînes latérales sont des mécanismes récents qui permettent aux tokens et autres actifs numériques d'une blockchain d'être utilisés de manière sécurisée dans une blockchain différente, puis de revenir à celle d'origine si nécessaire. La fonctionnalité de chaîne latérale recèle un potentiel considérable pour améliorer les capacités des blockchains existantes. Une chaîne latérale est une blockchain séparée de sa blockchain originale à l'aide d'une fixation à 2 voies. La fixation bidirectionnelle permet l'interchangeabilité des actifs à un taux prédéterminé entre la chaîne originale et la chaîne latérale. La blockchain originale est généralement appelée main chain et toutes les blockchains supplémentaires sont appelées sidechain. Un utilisateur de la main chain doit d'abord envoyer ses cryptoactifs à une adresse de sortie où les tokens sont verrouillés, empêchant ainsi l'utilisateur de les dépenser ailleurs. Une fois la transaction terminée, une confirmation est transmise à travers les chaînes, suivie d'un délai d'attente pour une sécurité accrue. Après la période d'attente, le nombre équivalent de tokens est libéré sur la sidechain, ce qui permet à l'utilisateur d'y accéder et de les dépenser. L'inverse se produit lors du retour d'une sidechain vers la main chain. Cosmos a pour objectif de devenir un Internet des blockchains qui résoudra ces problèmes une fois pour toutes.
L'architecture de Cosmos se compose de plusieurs blockchains indépendantes, appelées zones, associées à une chaîne de chaînes centrale appelée hub. Les zones sont optimisées par Tendermint Core, qui fournit un consensus haute performance cohérent et sécurisé, dans lequel des garanties strictes en matière de responsabilité à la source contrôlent le comportement d'acteurs malveillants. Le logiciel qui exécute le Cosmos Hub, le kit de développement Cosmos SDK, est en train de devenir le produit par excellence de nombreuses équipes de développement de nouvelles applications pour une économie décentralisée. Binance, le plus grand exchange au monde, a construit son DEX en utilisant le logiciel de Cosmos. Avec Atom, qui est l'actif de Cosmos, le total des actifs gérés par le DLT dépasse les 5 milliards de dollars au cours des 3 premiers mois depuis son lancement. Alors que de nouveaux actifs sur Cosmos attirent beaucoup d'attention, il est important de se rappeler que Cosmos est conçu pour les actifs déjà existants, tels que Bitcoin. Cosmos est un POS créé par des pro-Bitcoin. Il s'agit en fait d'un costume de Mecha Gundam que Bitcoin peut mettre à tout moment pour prétendre que c'est une plateforme de contrat intelligent. Depuis le lancement de Cosmos, les actifs qui y sont intégrés progressent. La première conception et spécification d'une zone de fixation de Bitcoin a vu le jour, une sidechain Proof of Stake pour Bitcoin. Un bridge vers Ethereum entièrement fonctionnel vient d'être activé et de nombreuses autres zones de fixation sont en cours de préparation pour d'autres actifs majeurs, notamment Kava Labs Specification pour une zone de fixation au XRP vers sa propre sidechain. En appliquant leur expertise en matière de règlement entre chaînes, Kava Labs a mis au point un nouvel ensemble de technologies combinant les avantages et les fonctionnalités interopérables de Cosmos avec les logiciels et applications DeFi, ce qui veut dire Decentralized Finance, en gros économie décentralisée. Kava prendra en charge un ensemble diversifié de crypto-actifs, à commencer par BTC, XRP et Atom. Les utilisateurs peuvent utiliser n'importe quel actif pris en charge par Cosmos comme garantie dans Kava, le rendant accessible à plus d'actifs que n'importe quelle autre plateforme DeFi. Aujourd'hui, l'objectif principal de Kava est d'amener le DeFi sur des actifs auxquels il n'aurait autrement pas accès. L'une des premières initiatives de Kava Labs consiste à utiliser leur expertise multiservice pour amener XRP à Cosmos et lui fournir des services DeFi. Ils vont bientôt prendre en charge d'autres actifs et collaborer avec d'autres zones de fixation. Les premiers produits conçus par Kava permettent aux utilisateurs d'accéder à des effets de levier et une protection décentralisée. Les utilisateurs de la plateforme Kava peuvent obtenir une exposition sur leurs cryptoactifs grâce au margin trading et à des fonds stables en utilisant l'USDX comme réserve de valeur stable. La blockchain Kava est sécurisée par consensus Proof of Stake et possède un token natif de sécurisation du réseau appelé Kava. Les tokens Kava représentent la capacité à sécuriser et à participer à la gouvernance du système, notamment en décidant des types de garanties prises en charge par le système et du nombre de stablecoins que le système peut créer. Les utilisateurs de la plateforme Kava verrouillent leurs crypto-actifs en garantie et accumulent des frais sur tous les USDX qu'ils créent. Ces frais sont payés en token Kava et brûlés. Logiquement, les utilisateurs de Kava fermeront leur position et brûleront leur Kava, ce qui provoquera un effet déflationniste sur les tokens Kava. Si le système perd sa garantie due à un crash de la valeur du token servant de garantie, des Kava seront donc créés et injectés dans vos USDX jusqu'à ce que le ratio de garantie requis soit restauré. L'USDX de Kava Labs appartient à la troisième génération de stablecoin. La référence pour la première génération est Tether, l'USDT. Les Tether sont centralisés par une entreprise et adossés au dollar. Théoriquement, Tether ne devrait émettre que l'USDT qu'elle possède réellement sur son compte bancaire en dollars. Et la structure centralisée et la dépendance vis-à-vis des banques assurent des risques supplémentaires. La transparence est également une question sensible, comme l'a montré Tether par le passé, le présent et même le futur. Ouais, on anticipe ce qui arrive. Il s'agit de ces problèmes que voulait résoudre la deuxième génération. Il s'agit de stablecoins adossés aux cryptos et non plus à la monnaie fiduciaire. Pour ces stablecoins, une unité correspondante à un autre crypto-actif est donnée en garantie sur la blockchain. Cela résout les problèmes de la première génération, car tout le système fonctionne avec la blockchain complètement transparente et décentralisée.
Mais alors que 2 problèmes étaient résolus, un nouveau problème a vu le jour. Parce qu'un stablecoin a pour objectif d'assurer la stabilité et de réduire les fluctuations de prix, caractéristique principale des cryptoactifs actuellement. Une protection supposée, elle-même sujette à de fortes fluctuations de prix et donc inappropriée. L'USDX reprend l'idée de la 2e génération car sa solution est également basée sur la blockchain et est garantie par des cryptoactifs. Cependant, il possède une différence énorme. Kava Labs utilise un algorithme qui ajuste automatiquement les conditions du stablecoin en fonction des fluctuations de prix, tout comme les banques centrales gèrent leur taux de change. Ce processus se passera sur sa blockchain qui sera la zone Cosmos de Kava Labs vue précédemment. Il se caractérise par son interopérabilité et son évolutivité. Cosmos utilise la tolérance aux pannes byzantines, BFT, de Tendermint comme consensus. L'USDX sera ensuite implémenté dans la blockchain Cosmos, tandis que les sidechains d'XRP disposeront d'un portefeuille multi-signature de réserve. Kava Labs veut s'établir à long terme en tant que fournisseur de stablecoin. Cependant, il est probable que la société se concentre initialement que sur XRP et BTC, parce qu'ils sont tous deux bien établis et largement utilisés. Ils sont actuellement en phase de launch test et le mainnet devrait être bon fin août 2019, donc plus longtemps à attendre. Cette vidéo était l'une des plus complexes à faire pour moi, donc j'espère ne pas trop vous avoir perdu.
Pour avancer vite et bien, les institutions financières se regroupent dans des consortiums. R3 est l'un des plus importants. Créé le 15 septembre 2015 par une start-up américaine qui porte le même nom, il comptait dès son lancement 9 banques: Barclays, BBVA, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, State Street et UBS. En quelques mois, d'autres établissements ont rejoint le consortium. La Société Générale fut la première banque française à entrer dans ce cercle fin septembre 2015. BNP Paribas et Natixis ont suivi 2 mois plus tard. Aujourd'hui, plus de 80 établissements financiers du monde entier mènent conjointement des travaux sur la blockchain. L'équipe mondiale de R3, composée de plus de 180 professionnels répartis dans 13 pays, s'appuie sur plus de 2000 technologies. En tant que groupe collaboratif le plus important dans le monde de la blockchain, ils encouragent continuellement les institutions mondiales à les rejoindre pour développer des solutions sur la plateforme Corda susceptibles de transformer l'industrie. En 2016, ils ont créé Corda, leur blockchain open source. Corda offre les avantages des blockchains publiques sans les problèmes de confidentialité, scalabilité et de gouvernance qui fait que certaines blockchains publiques sont inappropriées pour les entreprises, en particulier celles qui travaillent sur les marchés mondiaux hautement réglementés. Corda est déjà utilisé dans le secteur des services financiers, de la santé, des assurances et bien plus encore. Il s'agit d'une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions. Consensus sur les données importantes. Corda est conçu pour mettre en relation les participants d'un consensus, en supprimant le besoin coûteux et fastidieux que cela peut engendrer. Intégration à l'infrastructure existante. L'adoption par les entreprises se fera par étapes. De plus, Corda a été construit pour facilement intégrer et interopérer avec les systèmes actuels. Confidentialité dans les normes. Contrairement aux blockchains traditionnelles, Corda minimise les fuites d'informations en partageant uniquement les données de transaction avec les participants qui en ont besoin. Des applications multisecteurs. Corda est une passerelle vers un réseau dynamique d'applications décentralisées pour la finance et le commerce, connu sous le nom de Cordapps. En décembre 2018, R3 a annoncé qu'ils ajouteraient XRP en tant que première crypto-monnaie sur sa plateforme Corda dans le cadre de son accord avec Swift. Cela a tout naturellement conduit à l'idée que Swift utiliserait XRP pour effectuer ces transactions. Mais est-ce vrai? Apparemment non. Selon le fondateur et associé directeur de R3, David Rutter, lorsqu'on lui a demandé si Swift utiliserait XRP après son intégration à Corda Settler, Rutter a déclaré: « Vous devriez interroger Swift à ce sujet, mais ce n'est pas du tout l'idée que je m'en fais et je pense que c'est une interprétation erronée de ce qui va réellement se produire. » Après avoir pris la parole lors de la conférence Global FinTech and Blockchain 2019 à l'Imperial College de Londres, Rutter a ajouté que Corda se moque du mode de paiement utilisé. Qu'il s'agisse du JPM Coin, Wells Fargo Coin, BAML Coin ou HSBC Coin, cela n'a pas d'importance pour nous. Nous n'avons aucun intérêt là-dedans. Ajoutant, nous n'avons aucune motivation financière d'une façon ou d'une autre, nous essayons simplement d'intégrer le plus de personnes possible sur notre plateforme. C'est une mauvaise nouvelle pour nous qui espérions que Swift commencerait à régler les paiements à l'aide de XRP. David Schwartz, CTO de Ripple, avait déjà posté sur Reddit: « Si Swift veut régler les paiements pour nous, c'est génial. C'est une chose de moins que nous devons faire. » Malheureusement, il semble que cela ne se produira pas de sitôt. La société R3 est un partenaire privilégié d'Instimatch Global, qui souhaite tester l'utilisation de XRP dans le cadre d'un nouveau projet pilote impliquant plus de 50 banques. Hugh Macmillan, fondateur et directeur de l'innovation chez Instimatch, a déclaré que 60 banques et 5 entreprises étaient déjà intégrées à leur DApp. Il a également ajouté qu'aucune des banques n'utilisait XRP ou ne le ferait pendant au moins 3 mois, ce qui repousse l'utilisation de XRP via Instimatch au mieux à fin mai 2019. À partir de là, que va-t-il se passer? Personne ne le sait. On peut juste émettre des spéculations. En tout cas, maintenant les choses sont claires.
nous devrions tourner notre regard non pas sur R3 ou Corda, mais plutôt sur Instimatch, car il s'agit là de la vraie carte à jouer pour Ripple et XRP. L'origine de Ripple et de XRP a toujours été incertaine, mais les faits disponibles sont plutôt clairs. Nous allons donc dans cette vidéo voir d'où vient XRP et pourquoi il devrait être ou non classé comme security token. Avant de commencer, nous allons voir ensemble 2-3 choses utiles pour comprendre la suite. Je garderai le mot anglais security pour toute la vidéo car il est utilisé partout sur le net. Le concept de security existe depuis longtemps. Les premiers ont été émis en 1517. De nos jours, créer un security token, cela signifie prendre les instruments financiers existants et stocker les parts d'une société sur une blockchain. Ce processus s'appelle la tokenisation, l'émission de jetons numériques présentant les actions d'un instrument financier sous-jacent dans une blockchain. En gros, si demain vous achetez un security token Amazon, vous aurez entre autres des parts de la société et tout ce qui va avec. La Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis est un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé de protéger les investisseurs, de maintenir un fonctionnement juste et ordonné des marchés des valeurs mobilières et de faciliter la formation de capital. Il a été créé par le Congrès en 1934 en tant que premier régulateur fédéral des marchés des valeurs mobilières. La SEC encourage la divulgation publique complète, protège les investisseurs contre les pratiques frauduleuses et manipulatrices sur le marché et surveille les prises de contrôle d'entreprises aux États-Unis. En règle générale, les émissions de valeurs mobilières offertes dans le commerce entre États, par courrier ou par Internet, doivent être enregistrées auprès de la SEC avant de pouvoir être vendues à des investisseurs. Les sociétés de services financiers telles que les courtiers, les sociétés de conseil et les gestionnaires d'actifs, ainsi que leurs représentants professionnels, doivent également s'enregistrer auprès de la SEC pour mener leurs activités. On peut distinguer 3 catégories de tokens. Un token d'utilité, mes tokens me permettent d'utiliser le service proposé par la blockchain associée. Un token de paiement, mon token me permet de payer des choses. Un token d'investissement, ses caractéristiques d'utilité et de paiement sont secondaires et l'objectif principal est de réaliser un profit en misant sur sa prise de valeur. En pratique, il est rare de voir un token rentrer dans une seule de ces catégories. En effet, qu'il soit d'utilité ou de paiement, le token est généralement tradable sur des plateformes de crypto-monnaie et il est donc par essence un support d'investissement. Le Howey test est une technique d'analyse développée par la SEC afin de savoir si on est ou non face à un contrat d'investissement. Afin de savoir si une vente constitue un tel contrat d'investissement, le Howey test implique de vérifier que les éléments suivants sont réunis. Un investissement d'argent dans une entreprise commune, une attente de profit pour les investisseurs, l'investisseur n'a pas d'impact réel dans la réussite de l'entreprise. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on peut attaquer le sujet de la vidéo. Pour éviter toute confusion supplémentaire dans la communauté, Cory Johnson avait effectué une visite dans les médias, précisant que XRP n'était pas un security et qu'il n'avait pas été créé par Ripple. Au passage, Cory Johnson a fini sa mission chez Ripple et son poste a été complètement supprimé il y a peu de temps. On possède un autre message de ce genre provenant du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui énumère les raisons pour lesquelles XRP n'est pas un security. Si Ripple, la société, était fermée demain, le XRPL continuerait à fonctionner. Il s'agit d'une technologie décentralisée. Les gens qui achètent du XRP ne pensent pas acheter des actions de Ripple. Il y a une société appelée Ripple, nous sommes une société privée, nous avons des investisseurs. Mais acheter du XRP ne vous confère pas la propriété de Ripple, il ne vous donne pas accès aux dividendes ni aux bénéfices générés par Ripple. XRP résout un problème, il n'y a pas d'utilité dans un security. On peut facilement montrer que XRP a été créé bien avant Ripple, en allant simplement chercher la preuve sur le GitHub qui prouve noir sur blanc que 100 milliards de XRP avaient bien été créés en mai 2012 et que Ripple a été créé en septembre 2012, soit 4 mois plus tard. En plus du référentiel GitHub, un document appelé The Founders Agreement, créé par Jed McCaleb, Chris Larsen et Arthur Brito, met à jour la manière dont le XRP a été créé et distribué parmi les fondateurs. Le test de Howey est ouvert à l'interprétation, et même si tout montre que XRP n'est pas un security, pour le moment rien n'est officiel. Seul le temps nous dira ce que la SEC décidera et si elle décide de le classer comme security ou non. Quelles pourraient en être les conséquences pour XRP et la communauté ?
Si XRP est classé comme security, la première chose sera qu'il y aura un grand nombre de FUD dans la communauté et que le prix risque de chuter, mais le cas d'utilisation du XRP restera néanmoins le même. En outre, conformément aux règles de la SEC, XRP sera radié de la liste de tous les exchanges de crypto-devises et le cadre juridique régissant les valeurs mobilières obligerait Ripple à se conformer aux obligations fiduciaires envers ses soi-disant actionnaires. De manière significative, une classification en security serait un désastre pour Ripple, car conformément aux lois sur les securities de la SEC, modifier XRP donnerait droit à la propriété, aux revenus, aux dividendes, aux intérêts, etc. de la société Ripple. Cette situation semble être grave, mais elle pourrait également constituer un refuge sûr pour XRP et Ripple, qui seront désormais soutenus par la SEC et créeront donc une atmosphère de confiance propice autour de l'actif, ce qui pourrait déclencher des investissements de la part d'institutions majeures qui ne le feraient pas autrement. Donc en gros, on vivrait un crash et un énorme pump. Donc si ça venait à arriver, gardez vos XRP bien au chaud et n'ouvrez plus CoinMarketCap pendant quelques temps. Si la SEC déclare que XRP n'est pas un security token et simplement un token d'utilité, le fonctionnement de XRP ne changerait pas, et toute la FUD entourant XRP et Ripple et la création de celui-ci serait résolue une fois pour toutes. L'avantage de ne pas être classé dans la catégorie security pourrait avoir des répercussions sur la communauté XRP, provoquer une flambée des prix et inciter à l'adoption massive du XRP et à davantage de partenariats avec Ripple. Les investisseurs institutionnels y investiraient, quelle que soit leur classification, et au lieu de l'acheter auprès d'une bourse de valeur, ils l'achèteraient depuis des bourses comme Binance, Coinbase ou alors over the counter. En outre, cela réduirait l'incertitude réglementaire dans l'espace et entraînerait davantage d'investissements dans l'actif. En première partie, je vais faire une petite synthèse d'une vidéo très intéressante que j'ai vue il y a quelques temps. Le lien est en description. Ensuite, on parlera de la FUD entourant XRP et d'où ça vient. Le 12 septembre 2017, Jamie Dimon dit que Bitcoin est une fraude. Il dit qu'il virera n'importe quel de ses traders s'ils achètent du Bitcoin. Bitcoin baisse de 24%. Quand Jamie Dimon parle, les gens l'écoutent. Ce même week-end, on a remarqué que les plus gros acheteurs de Bitcoin étaient Morgan Stanley et JP Morgan. George Soros, le 24 janvier 2018, appelle Bitcoin une bulle spéculative. Il dit que Bitcoin est le pire investissement au monde, qu'il ne faut surtout pas acheter du Bitcoin. Bitcoin chute de 44%.
puis en avril, soit 2 mois plus tard, on découvre que son bureau familial de 26 milliards d'euros a reçu l'aval pour acheter des crypto-monnaies. Goldman Sachs, le 7 février 2018, dit que la plupart des crypto-monnaies vont s'effondrer jusqu'à zéro. En même temps, Goldman Sachs était en train de mettre en place un trading desk des crypto-monnaies. Bien sûr, quand on leur a demandé, ils ont nié. Non, nous ne sommes pas en train de mettre en place un trading desk de crypto-monnaies. Le prix baisse de 27%. Et sans trop de surprise, juste avant mai, un nouveau trading desk de crypto a vu le jour. Pas seulement ça, ils ont mis sur la table 400 millions de dollars pour acheter une plateforme de crypto. On a beaucoup d'institutions qui ont joué le même jeu. Par exemple, Christine Lagarde du FMI, en début d'année 2018, a dit que toutes les banques centrales devraient s'unir contre les crypto-monnaies. Vous avez déjà entendu dire tous ensemble contre la drogue, les armes ou le blanchiment d'argent ? Mais pour cette classe d'actifs naissante, nous devons tous nous unir. À ce moment-là, les gens pensaient que ces personnes ne laisseraient jamais Bitcoin survivre. Du coup, game over. La leçon ici, c'est plutôt que d'écouter ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. C'est donc ce que nous devons faire, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer maintenant. Stephen Cohen, gestionnaire de fonds de pointe pour milliardaires entre 12 et 14 milliards de dollars, le gestionnaire de fonds le plus intelligent au monde, a acheté du Bitcoin. Mark Lasry de Avenue Capital Group a mis 1% de sa fortune nette dans le Bitcoin à environ 7500 $. Mark Andreessen, l'un des premiers investisseurs dans Airbnb, Skype, Facebook et Coinbase, a lancé un fonds de crypto-monnaie de 300 millions de dollars. Comme l'a annoncé Larry Fink en 2017, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde de BlackRock a déclaré « Vous savez à quoi sont bonnes les crypto-monnaies et Bitcoin ? Pour le blanchiment d'argent et les trafiquants de drogue. » Alors si vous regardez ce qu'ils disent, vous allez vendre vos crypto-monnaies, mais devinez ce qui se passe depuis quelque temps, ils cherchent à lancer un ETF pour Bitcoin. Il faut bien noter que tous ces gens sont déjà très bien financièrement parlant. Alors pourquoi perdraient-ils leur temps à détruire les crypto-monnaies s'il n'y avait pas un intérêt derrière ? XRP est l'une des crypto-monnaies la plus connue, mais aussi la plus détestée. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes détestent autant XRP ? Quels sont les principaux arguments contre Ripple ? Ce qui est marrant, c'est que XRP, en plus de devoir supporter la FUD des institutions, il doit aussi subir celle des bitcoins maximalistes ou autres extrémistes qui se trouvent au sein même de la cryptosphère. Et celles-ci sont plutôt dures à encaisser, quand on sait tout ce que Ripple est en train de faire pour accélérer l'adoption non pas seulement du XRP, mais de toutes les crypto-monnaies. Je vais donc vous énumérer les principales raisons pour lesquelles XRP est tant détesté. Raison numéro 1. XRP n'est destiné qu'aux banques. À ma connaissance, Spring n'est pas destiné aux banques, mais probablement que la plupart des gens n'ont même pas conscience que cela existe. Raison numéro 2, XRP est un token préminé et du coup XRPL est centralisé. Oui, c'est vrai, il est préminé. Et comme expliqué dans une vidéo précédente, XRP ne nécessite pas de mining pool. Cela permet à son réseau d'être véritablement décentralisé. Il économise également une quantité exceptionnelle d'énergie électrique et est nettement meilleur pour l'environnement que Bitcoin. À savoir que 74% de la puissance de hachage utilisée pour Bitcoin est générée par des mining pools chinoises. Avec Bitcoin et les autres crypto-monnaies, une attaque des 51% est possible si un seul mineur ou un groupe de mineurs, dit cartel, peut rassembler plus de puissance de hachage que tous les autres participants. Je vous invite à rechercher ce qu'est une attaque des 51% sur Google et vous comprendrez où je veux en venir. Raison numéro 3. Ripple peut créer autant de XRP qu'il le souhaite. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien. Raison numéro 4. Ripple possède la quasi-totalité des XRP existants. Il vous suffit juste de vous rendre sur cette adresse pour vous rendre compte de la non-véracité de cet argument. Il est très simple de réduire à néant toute la FUD entourant XRP, en se renseignant un tant soit peu. Mais du coup, j'aimerais rajouter une dernière raison qui expliquerait pourquoi tant de haine contre XRP. Raison numéro 5. Il existe 1,5 million de wallets XRP contre 32 millions de wallets BTC. Je pense donc que la majorité des gens souhaiteraient voir XRP échouer et Bitcoin réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier que même Satoshi Nakamoto voyait un énorme potentiel dans XRP, ce qui fait de XRP une menace pour BTC dans la tête des gens.
Pour ceux qui ne savent pas, le 20 février 2013, sur le forum de Bitcoin Talk, Ripple Labs a organisé un giveaway d'XRP pour les utilisateurs du forum. Subitement, le message suivant est apparu absolument sur tous les posts. Un utilisateur du nom de TradeFortress payait 5 bitcoins, soit 550 $ en 2013, les utilisateurs du forum pour qu'ils écrivent Ripple is a scam. Cela signifie que toute personne qui avait publié le commentaire Ripple est une arnaque devrait avoir son intégrité remise en question. Cela prouve aussi que des personnes comme TradeFortress vont payer d'autres personnes pour qu'elles énoncent des faits en essayant d'influencer et de tromper la masse. Et j'insiste sur le mot masse. Pourquoi ? Je rappelle encore une fois, 32 millions de wallets BTC et 1,5 million de wallets XRP. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit en première partie sur Christine Lagarde et le FMI concernant leur point de vue sur les crypto-monnaies, cette photo va vous surprendre. N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Dites-vous qu'il n'y a pas de gain sans travail. Et que ceux qui sont dans XRP et qui sont réellement investis sont pour la majorité des gens éduqués qui ne suivent pas la masse. L'histoire a su prouver à maintes reprises que la masse a très souvent tort, car elle a simplement choisi la facilité à la vérité, qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Vous venez de visionner 2 ans de recherche sur le sujet et 10 mois de montage vidéo. Évidemment, sans la communauté, je n'aurais pas réussi. Comprendre cette technologie n'est pas de tout repos, et c'est une des principales raisons pour laquelle beaucoup de monde ne comprennent pas XRP et répandent de fausses informations à son sujet. Souhaitez-vous passer à côté de la 4e révolution industrielle comme vous l'avez fait pour les PC, Internet et le e-commerce, ou souhaitez-vous tenter votre chance? Bien sûr, rien n'est certain dans ce nouveau secteur, mais si nous avons vu juste, alors il s'agit là d'une nouvelle redistribution de la richesse. Mais surtout, n'oubliez pas que rien, mais absolument rien, ne peut vous assurer un retour sur investissement. Si toutefois vous souhaitez passer le cap, alors n'investissez pas plus que ce que vous êtes capable de perdre. L'année 2020 va-t-elle nous réserver une sacrée surprise? Personnellement, j'y crois et je hold. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Du contenu supplémentaire verra le jour sur Focus IOV. À l'année prochaine.